Isna, une petite orpheline de 7 ans, perd sa mère et est recueillie par son oncle, dans une maison dirigée par une belle-mère cruelle. Jour après jour, on l'efface, on l'humilie, on la prive de nourriture. 40 jours sans repas complet, sans affection, sans un seul mot doux. Juste du silence, de la poussière, et la douleur de vivre sans exister. Mais chaque nuit, dans ses rêves, une femme en blanc lui murmure. « Tiens bon, ma fille. » Alors Isna résiste. Jusqu'au jour où elle s'effondre devant tout le village. Et que la vérité éclate. Grâce à l'amour d'une guérisseuse, Yandé, Isna renaît. Elle retrouve la parole. Elle retrouve sa dignité. Et des années plus tard, elle revient, pour nourrir tous les enfants oubliés. Son silence est devenu lumière. Et son histoire, une promesse. Plus jamais un enfant ne sera invisible. Le jour où elle perdit sa mère. Le vent soufflait doucement ce matin-là. Il était encore tôt, et le soleil n'avait pas encore percé les rideaux de feuillage des manguiers qui entouraient la case. Dans un coin de la pièce sombre, une fillette de 7 ans, Isna, tenait la main de sa mère couchée sur un pagne étalé à même le sol. Les yeux de la femme étaient mi-clos, son souffle faible, et son front brûlant de fièvre. Depuis 3 jours, Kadi, la mère d'Isna, luttait contre une fièvre soudaine, inexpliquée. Les villageois parlaient d'un vent mauvais, d'autres d'un simple rhume aggravé. Mais pour Isna, c'était comme si quelqu'un avait volé la lumière de leur petite maison. Sa mère ne riait plus, ne chantait plus, ne parlait presque plus. La veille, Kadi avait rassemblé ses dernières forces pour glisser à Isna un petit tissu rouge, brodé de fils jaunes. Ce tissu, ma fille, c'est le seul souvenir de ma propre mère. Garde-le toujours. Il te protégera. Puis elle s'était effondrée, sa voix se noyant dans un souffle épuisé. Isna, sans comprendre la gravité de ce moment, avait serré le tissu contre sa poitrine. Elle ne savait pas encore que ses paroles étaient des adieux. Au matin, tout s'était figé. Le coq avait chanté, mais Kadi n'avait pas bougé. Les voisins étaient entrés, alertés par le silence inhabituel. Et là, le verdict tomba. Une femme pleura. Un vieil homme baissa la tête. Elle est partie. 3 mots. Comme un couperet invisible. 3 mots qui arrachèrent l'enfance d'Isna. Les funérailles furent brèves. Dans ce petit village pauvre, les morts étaient enveloppés dans des draps simples, portés à travers les sentiers, puis enterrés avec des prières humbles. Isna suivit le cortège, tenant la main d'un inconnu. Elle ne comprenait pas. Elle ne pleurait plus. Elle ne ressentait plus rien. C'était comme si le monde avait changé de couleur. Le ciel paraissait plus bas, les arbres moins verts, les voix autour d'elle, lointaines. Son cœur battait très fort, comme si quelque chose voulait sortir de sa poitrine. Mais elle le retenait. Elle se répétait. Si je pleure, maman ne reviendra pas. Alors je dois rester forte. À la fin de la cérémonie, son nom fut mentionné parmi les murmures des anciens. C'est une orpheline maintenant. Elle n'a plus personne. Il faut qu'un oncle la prenne. Et c'est ainsi que l'oncle d'en bas, frère aîné du père défunt d'Isna, fut désigné comme le nouveau tuteur. Il vivait dans une autre partie du village avec sa femme Madjo et leurs 3 enfants. Quand on vint la chercher, Isna s'accrocha à la tombe, muette. « Allez, petite. Ta mère est avec Dieu. » On la souleva. Elle ne se débattit pas. Elle n'avait plus de force. Avant de quitter l'endroit, elle se retourna une dernière fois. Le petit monticule de terre fraîchement retourné lui sembla plus vivant que tous les adultes autour d'elle. Le chemin vers la maison de son oncle se fit dans un silence pesant. Isna portait son tissu rouge serré contre elle, les yeux perdus dans le vide. Devant la porte de la nouvelle maison, Madjo la regarda de haut en bas, puis lâcha froidement. « J'espère qu'elle ne pleure pas beaucoup. » Ce fut la première phrase que la belle-mère prononça. Et dans le cœur d'Isna, un frisson glacé passa comme une ombre. Elle ne savait pas encore que cette maison allait devenir la plus grande épreuve de sa vie. La maison où on oublie les prénoms. La case de l'oncle d'en bas était plus grande que celle d'Isna. 3 enfants y couraient déjà, bruyants, insouciants. Une cour en terre battue, un petit manguier au centre, une jarre d'eau à l'ombre. Mais malgré tout cela, il n'y avait aucune chaleur dans cette maison. Dès les premiers pas, Isna comprit qu'elle n'était pas la bienvenue. Madjo ne lui adressa ni sourire, ni regard. Elle prit simplement un vieux chiffon, le jeta au sol et dit « C'est là que tu dors. À côté de la marmite. » Personne ne protesta. L'oncle d'en bas resta silencieux, le regard fuyant. Il ne toucha pas l'épaule d'Isna, ne prononça même pas son prénom. Il ne dit pas bienvenue. Il ne dit pas courage. Cette nuit-là, Isna s'allongea sur le sol dur, le tissu de sa mère serré dans ses bras, sa tête posée sur un morceau de bois en guise d'oreiller. Le lendemain, la vie reprit, mais sans elle. Les enfants de la maison déjeunèrent. Elle, on ne lui donna rien. Au déjeuner, elle s'approcha timidement de la marmite. Madjo ferma le couvercle brusquement et lança, sans même la regarder. «
tu as mangé chez les morts, non? Les morts t'ont nourri, non? Alors retourne chez eux. Les mots frappèrent Isna comme une gifle. Mais elle ne pleura pas. Elle recula doucement, la gorge sèche. Elle alla s'asseoir près du manguier, en silence. Les jours passèrent. Et Isna devint une ombre dans sa propre vie. Elle faisait la vaisselle. Elle lavait les pieds sales des plus petits. Elle balayait la cour. Mais personne ne la remerciait. Pire encore, on faisait semblant qu'elle n'existait pas. Un jour, elle entendit Majo dire à ses enfants. Ne prononcez pas son nom. C'est comme appeler un mauvais sort. Et à partir de ce jour, même son prénom disparut. Elle devint la fille. Parfois la chose. Parfois, rien du tout. Les repas étaient distribués dans des calebasses bien remplies. Sauf pour elle. On lui lançait les os, les miettes, les peaux. Et certains jours, rien. Quand elle s'approchait de la jarre pour boire, on la bousculait. Quand elle parlait, on la faisait taire. Isna avait l'impression que sa voix ne valait plus rien. Que son souffle ne méritait même pas d'être entendu. Alors, elle se tut. Et plus elle se taisait, plus on l'ignorait. Le soir, lorsqu'elle entendait les autres enfants rire et jouer, elle traçait des traits dans la poussière du mur avec un morceau de charbon. Un trait par jour sans repas complet. Un trait pour chaque silence. Un trait pour chaque nuit passée à pleurer en silence. Maman, si tu m'entends, viens me chercher. C'était sa seule prière. Mais au fond d'elle, quelque chose ne voulait pas mourir. Un petit battement. Un éclat de lumière. Une étincelle. Je vais survivre. Même si personne ne me voit. Même si personne ne m'aime. Et dans cette maison où son prénom avait disparu, Isna devint invisible. Mais l'invisible voit tout. Le rêve du voile blanc. La fatigue devint un vêtement que portait Isna chaque jour. Son petit corps maigrissait. Ses bras perdaient leur force. Son regard, lui, restait digne. Mais parfois, son ventre faisait des bruits qu'elle ne comprenait pas. Des gargouillis, des spasmes. Et ses jambes tremblaient quand elle se levait trop vite. Elle n'avait plus la force de courir. Plus la force de pleurer. Alors elle s'asseyait souvent, à l'ombre du manguier, et attendait que la nuit tombe, car la nuit, elle retrouvait un monde que Majo ne pouvait pas toucher, celui de ses rêves. Un soir, après avoir lavé les vêtements de toute la maison, elle s'effondra près de la jarre vide. Ses paupières tombèrent d'un coup, et le sommeil la saisit. C'est là qu'elle la vit pour la première fois. Une silhouette blanche, voilée de la tête aux pieds, s'avança vers elle dans un champ infini. Le sol était de coton, le ciel sans soleil, mais lumineux. La femme s'agenouilla devant elle, posa une main sur son cœur et lui dit d'une voix douce, presque chantée. « Ne pleure pas, ma fille. Je vois tes larmes, même quand tu ne les verses pas. » Isna voulut parler, mais aucun mot ne sortit. La silhouette pencha la tête. « Tiens bon, Isna. Tu es forte. Et la souffrance que tu portes deviendra une lumière. » Quand Isna se réveilla, elle était trempée de sueur. Son cœur battait fort. Elle regarda autour d'elle. Le ciel était encore noir. Le silence de la nuit était profond. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit moins seule. Elle glissa sa main dans sa petite poche de tissu cousu à la main, là où elle gardait le foulard rouge de sa mère. Elle le serra contre elle, et murmura. « Maman, c'était toi ?» Les jours suivants, Isna continua de vivre comme une ombre. Mais chaque nuit, dès qu'elle s'endormait profondément, la femme en blanc revenait. Elle ne parlait pas toujours. Parfois elle tendait simplement la main. Parfois elle berçait Isna comme un enfant. Parfois, elle chantait un air que la petite croyait avoir oublié depuis la mort de sa mère. Et dans le monde réel, quelque chose changeait. Isna commença à résister à la faim. Elle commença à espérer. Mais la vie à la maison, elle, ne changeait pas. Un jour, Majo, agacée de voir Isna encore debout après 20 jours sans vrai repas, déclara. Même les mauvais esprits ont peur de la toucher, on dirait. Elle a fait un pacte avec les morts, ou quoi? Elle rit, et ses enfants rirent avec elle. Mais Isna ne baissa pas la tête. Elle regarda Majo dans les yeux, une seule seconde. Et cette seconde suffit à faire reculer la femme d'un pas. Ce regard n'était plus celui d'une enfant affamée. C'était celui d'un esprit qui avait vu plus loin que la douleur. Et cette nuit-là, dans son rêve, la femme en blanc dit simplement. Le jour approche, ma fille. La vérité viendra, avec ceux qui savent voir. Isna se réveilla au milieu de la nuit, et cette fois, elle sourit. Le visiteur de passage. Ce matin-là, le soleil semblait hésiter à se lever. Le ciel était couvert, comme si même la nature refusait de sourire. Isna avait passé la nuit à rêver de la femme en blanc. Elle s'était réveillée avec un mot dans la tête. Vois. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle sentait que quelque chose allait changer. Elle se leva avant tout le monde, comme d'habitude, pour balayer la cour. Ses bras étaient lourds, ses jambes faibles, mais elle refusait de tomber.
Elle balaya, en silence, en tremblant, en résistant. Vers la fin de la matinée, un homme inconnu apparut à l'entrée de la cour. Il portait une chemise usée mais propre, un sac en bandoulière, et un carnet dans la main. « Bonjour. Je cherche la petite Isna. Cela fait plus d'1 mois qu'elle n'est pas venue à l'école. » Madjo, qui remuait une marmite, leva la tête, agacée. Elle n'aimait pas les étrangers. Encore moins ceux qui posaient des questions. « Isna ? Elle est malade. Très fragile. Elle dort beaucoup. » Mais à ce moment précis, Isna apparut dans le fond de la cour, tenant un seau presque vide. L'homme l'aperçut. Il fronça les sourcils. Elle était méconnaissable. Maigre, pâle, les bras comme des brindilles, les joues creusées, les yeux immenses. « Isna ? C'est toi ?» Elle ne répondit pas. Elle avait oublié comment parler aux gens du dehors. L'homme se présenta, Monsieur Sadio, enseignant principal de l'école du village. Il s'avança, regarda autour de lui. Il vit le coin où Isna dormait, un vieux chiffon roulé au pied du mur. Pas de lit. Pas de couverture. Il vit aussi qu'elle n'avait pas de chaussures, ni de sac d'école, ni de cahier. Il regarda d'en bas, l'oncle, qui venait d'arriver à son tour. D'en bas, honteux, détourna les yeux. Monsieur Sadio sentit que quelque chose n'allait pas. Mais il ne cria pas. Il ne dénonça rien. Il s'approcha simplement d'Isna et lui tendit une petite barre de mil enrobée de miel. « Tiens. Mange doucement. » Elle tendit la main, hésita, puis la prit avec lenteur. Elle croqua un petit morceau, et les larmes lui montèrent aux yeux. Cela faisait 35 jours qu'elle n'avait pas goûté à quelque chose de sucré. Avant de repartir, Monsieur Sadio dit calmement. « Je reviendrai, madame. Je vais noter tout cela pour le conseil des anciens. Une élève absente mérite au moins qu'on vérifie son bien-être. » Madjo ricana faiblement. « Faites donc, maître. Vous n'allez pas m'apprendre comment élever les enfants ici. » Mais ses mains tremblaient. Et son regard évitait celui de son mari. Lorsque l'homme partit, Isna retourna à sa place sous le manguier. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que quelqu'un l'avait vue. Elle existait. Et cette nuit-là, dans son rêve, la femme en blanc lui dit. « Tu as été regardée aujourd'hui. La lumière commence à entrer. Tiens bon, encore quelques pas. » Isna se réveilla avec un murmure au bord des lèvres. « Merci. » Le 30e trait sur le mur. Le mur de la cour, à l'arrière de la maison, était rugueux, poussiéreux, parsemé de fissures. Mais pour Isna, il était devenu son journal secret. Chaque soir, elle y traçait un petit trait discret à l'aide d'un charbon qu'elle avait trouvé un jour sous le foyer. Un trait pour chaque jour sans repas complet. Un trait pour chaque journée d'humiliation, de silence, d'injustice. Ce soir-là, après le départ de Monsieur Sadio, elle s'agenouilla près du mur, le cœur battant, et traça lentement. Le 30 trait. 30 jours. 30 jours sans assiette. 30 jours sans chaleur. 30 jours sans amour. Elle resta là, agenouillée, le doigt sale, le souffle court. Puis elle ferma les yeux. 30 fois, mais je suis encore là. Pendant ce temps, dans la maison, Madjo parlait à voix basse avec Damba. Cet instituteur me gêne. Je ne veux plus qu'il mette les pieds ici. Mais Damba ne répondit pas. Il regardait par la fenêtre. Il voyait Isna, seule, frêle, un point noir contre le mur de poussière. Quelque chose le serrait au fond de la gorge. Une culpabilité étouffée, depuis le premier jour où il avait tourné le regard. Mais il avait trop peur de Madjo. Trop honte pour affronter la vérité. Si je parle, elle me quitte. Et je perds tout. Alors il se tue. Encore. Comme tous les jours. Ce même soir, alors que Madjo allait se coucher, elle trouva un des enfants de la maison en train de pleurer dans son coin. « Qu'est-ce qu'il y a, Samba ?» L'enfant murmura. « Je veux donner un peu de mon pain à Isna. » Madjo le gifla violemment. « Tu oses désobéir ? Tu veux qu'elle nous porte malheur ?» Elle sortit le morceau de pain et le jeta dans la fosse des poules. Isna, elle, avait entendu le bruit de la gifle. Elle n'avait pas tout compris, mais elle sut qu'un des enfants avait pensé à elle. Elle ne savait pas lequel. Mais son cœur se réchauffa un peu. Juste un peu. Comme une braise sous la cendre. La nuit venue, elle rêva encore. Mais cette fois, le rêve était différent. La femme en blanc se tenait sur une colline. Elle avait les bras ouverts. Et autour d'elle, des enfants riaient, mangeaient, dansaient. Isna s'avança. Mais à chaque pas, le sol devenait de la boue. Elle s'enfonçait. Elle chutait. Elle hurlait sans voix. Et la femme murmura de loin. « Tiens bon, Isna. Le 40 jours approche. Et tout ce qui est caché sera révélé. » Isna se réveilla en sursaut. Elle transpirait. Elle regarda le mur, les 30 traits. Puis elle regarda la lune. Et elle chuchota. « Je veux vivre. Même s'ils veulent que je disparaisse. Je vais tenir. » Et dans ce silence nocturne, quelqu'un,
Quelque part, entendit son vœu. Le plan de Yandé. Le marché du vendredi battait son plein. Les odeurs d'arachides grillés, de poissons fumés et de savon noir flottaient dans l'air. Les femmes discutaient fort, les enfants couraient entre les étals, mais une vieille dame avançait lentement, avec une présence silencieuse qui imposait le respect. On l'appelait Yandé, la guérisseuse. Personne ne savait vraiment d'où elle venait. On disait qu'elle avait aidé des femmes stériles à enfanter, qu'elle avait soigné des enfants possédés, qu'elle savait reconnaître les cœurs pourris rien qu'en regardant les yeux. Ce jour-là, elle n'était pas venue vendre. Ni acheter. Elle était venue écouter les murmures du vent. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le marché, son regard se posa sur une fillette assise à même le sol, près d'un étal vide. Une petite fille aux joues creusées, au regard lointain, au foulard rouge accroché à la main comme un trésor. Elle vit Isna. Le temps sembla s'arrêter. Un oiseau s'envola d'un toit. Une marmite tomba quelque part. Mais Yandé n'entendait plus rien. Elle s'approcha doucement. « Tu ne manges pas, ma fille ?» Isna ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux. Alors Yandé s'accroupit. Elle observa ses bras maigres, ses mains blessées, ses lèvres gercées. Et elle murmura dans sa barbe blanche. « Quelqu'un te fait du mal. Mais ne t'inquiète pas. Je suis venu. » Le lendemain, Yandé suivit Madjo discrètement lorsqu'elle sortit de la maison avec ses enfants. Elle se mêla à la foule. Elle observa. Elle vit comment Madjo riait avec ses voisines, jouait la femme généreuse, racontait ses recettes avec fierté. Et comment Isna, elle, n'était jamais mentionnée. Comme si elle n'existait pas. Pendant plusieurs jours, Yandé revint. Toujours discrète. Toujours observatrice. Elle parla aux voisins. Certains disaient. Nous savons qu'elle ne mange pas, mais on a peur de s'en mêler. Un autre chuchota. On l'a vu boire l'eau des flaques. Alors Yandé alla voir le maître d'école, Monsieur Sadio. Elle lui dit. L'enfant que tu as vu, elle va mourir si on ne fait rien. Et cette fois, le village entier aura du sang sur les mains. Ils échafaudèrent un plan. Une seule chose manquait, une preuve irréfutable, visible, indiscutable. Car Madjo était rusée. Elle savait cacher ses actes derrière de jolis sourires. Mais Yandé, elle, savait attendre. Et elle savait que la vérité, finit toujours par sortir. Elle confia à Monsieur Sadio. Quand ce sera le 40 jours, elle tombera. Son corps ne supportera plus. Ce jour-là, tu viendras avec moi. Et les anciens verront de leurs propres yeux. Le maître hocha la tête, bouleversé. Et si elle ne tient pas jusque-là? Yandé, le regard sombre, répondit. Alors nous aurons tous échoué. Et la terre maudira notre silence. Isna, elle, ne savait rien du plan. Mais chaque soir, elle ajoutait un trait au mur. Elle en était à 37. Et cette nuit-là, la femme en blanc lui apparut encore. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Derrière elle se tenaient des gens en blanc. Des visages paisibles. Des mains ouvertes. Tu n'es plus seule, Isna. La justice a commencé à marcher vers toi. Prépare-toi. L'aube sera différente. Le jour du grand festin. Le 40e jour arriva. Et avec lui, une grande agitation dans la maison. Madjo préparait un festin pour célébrer l'anniversaire de son fils préféré, Samba. Elle avait invité des voisins, des femmes du quartier, et même un griot local pour chanter les louanges de sa famille. La cour était décorée de tissus colorés. Les marmites fumaient, remplies de riz parfumé, de viande, de sauce rouge. Les enfants riaient, les femmes battaient le mille en rythme. L'air sentait la fête, la musique, mais pas pour tout le monde. Isna, elle, n'était même pas mentionnée. Madjo lui avait ordonné. Tu restes dans le coin du poulailler. Pas un mot. Pas un regard. Affamée, faible, elle tenait à peine debout. Ses traits étaient tirés, son ventre gonflé par le vide, ses pieds blessés par les jours de corvée. Mais elle obéit. Elle regardait de loin les plats se remplir, les assiettes circuler, les enfants danser. Une odeur sucrée de beignets arriva jusqu'à elle, et un vertige la frappa. Puis tout se brouilla. Le sol sembla basculer. Sa tête tourna. Elle tenta de se lever, de respirer, mais ses jambes cédèrent. Elle s'effondra. Sa tête frappa le sol dur, dans un bruit sourd. Un cri de surprise s'éleva. Et quelqu'un est tombé là-bas. Le bruit coupa la musique. On se retourna. Et tous virent le petit corps inerte d'Isna, allongé au pied du manguier. Sa robe poussiéreuse collée à sa peau maigre, ses bras tendus comme s'il cherchait encore une main. Madjo accourut, mais son visage trahissait la panique plus que la compassion. Elle fait toujours des drames, cette fille-là. Mais cette fois, personne ne rit. Un silence lourd s'installa. Et dans ce silence, la voix d'un enfant éclata. Moi je l'ai vu boire l'eau sale derrière la maison. C'était Samba, le propre fils de Madjo, qui s'était mis à pleurer. Elle avait faim. Elle a mangé une peau de banane hier. Et maman a dit de ne rien lui donner. Un murmure s'éleva dans l'assemblée.
Les regards se tournèrent vers Madjo. Les visages changèrent. Les sourcils se froncèrent. Les têtes se secouèrent. Et soudain, deux silhouettes entrèrent dans la cour, Yandé et Monsieur Sadio. La vieille guérisseuse s'agenouilla près d'Isna. Elle posa la main sur son front. Elle est encore en vie. Juste au bord du vide. Puis elle se redressa et lança d'une voix claire. Tous ceux qui mangent ici sans parler aujourd'hui, porteront cette honte jusqu'à leur tombe. Un frisson parcourut la foule. Personne n'osa reprendre une cuillère. Yandé se tourna vers Madjo, le regard brûlant. Où est son lit? Où est son bol? Où sont ses habits? Depuis combien de jours n'a-t-elle pas mangé? Madjo balbutia, tenta de répondre, mais les mots ne venaient plus. Elle mange, c'est juste, c'est une enfant difficile, elle. Mais plus personne n'écoutait. Monsieur Sadio s'approcha, montra à tous un petit carnet dans lequel il avait noté chaque absence, chaque témoignage, chaque date. Cela fait exactement 40 jours. Et elle est tombée aujourd'hui. Ce n'est plus une coïncidence. C'est une tentative de meurtre. Le chef du quartier, alerté par la foule, arriva. Il vit Isna inconsciente, les preuves, les visages accablés. Il leva la main. Qu'on arrête cette fête. Et qu'on convoque le conseil des anciens demain. Ce que j'ai vu ici, ne peut pas être ignoré. La fête s'arrêta. Les marmites se refroidirent. Les enfants rentrèrent chez eux. Et Madjo, livide, resta seul. Entouré de plats pleins, et d'un silence plus lourd que la mort. Le jugement du silence. Le lendemain matin, le ciel était couvert, comme s'il portait lui aussi le poids de la honte. Sous le grand arbre du village, là où se tenaient les palabres depuis des générations, les anciens étaient assis en cercle. Des hommes âgés, barbe grise, bâton à la main. Des femmes silencieuses derrière eux, portant des regards lourds d'histoire passée. Au centre du cercle, Madjo se tenait debout, raide, le regard fuyant. À sa gauche, d'en bas, muet, les épaules courbées, les mains jointes comme un enfant pris en faute. Et en face d'eux, sur un petit panier étalé au sol, Isna était allongée, faible mais consciente. Sa tête reposait sur les genoux de Yandé, qui la caressait doucement. Elle ne parlait pas. Mais ses yeux, parlaient pour elle. Le chef du village prit la parole. Sa voix était calme, mais tranchante. Nous sommes rassemblés pour juger ce qui ne devrait jamais être jugé. Un enfant, a été affamé pendant 40 jours. Par sa propre famille. Les murmures se turent. L'atmosphère était lourde comme un orage. Yandé se leva, tenant une petite gourde d'eau. Regardez-la. Elle ne pèse pas plus qu'un sac de manioc sec. Et pourtant elle est vivante. Elle n'a survécu que grâce à la prière, et aux esprits. Elle montra à tous les bras maigres d'Isna, les traces sur ses chevilles, les blessures sèches sur ses paumes. Puis elle sortit le morceau de charbon trouvé dans la poche d'Isna, et dit. Elle a compté chaque jour de sa souffrance. Venez voir vous-même. Un ancien fut envoyé dans la cour. Il revint, bouleversé. Il y a 40 traits. Alignés sur le mur. Comme les jours d'un supplice. Le maître d'école prit la parole à son tour. Je suis venu la voir. Je l'ai vu boire l'eau des flaques. J'ai vu son coin de couchage. J'ai entendu les enfants pleurer pour elle. Et j'ai noté chaque jour. Elle n'est pas absente à l'école par paresse. Elle était en train de mourir. Un silence. Puis une voix s'éleva. C'était le fils de Madjo, Samba. Il pleurait. Je lui ai donné un bout de pain. Et maman m'a frappé. Elle m'a dit que les morts devaient mourir pour de bon. Les regards se tournèrent vers Madjo. Elle voulut parler. Mentir. Accuser. Mais ses lèvres tremblaient. Le chef parla encore. Que dit la loi du cœur? Que dit la loi des ancêtres? Une femme qui affame un enfant, mérite-t-elle encore qu'on l'appelle mère? Un vieil homme murmura. Non. Même les hyènes ne font pas ça à leurs petits. Alors, le verdict tomba. Madjo, tu es déclaré indigne. Tu seras banni de ce foyer pendant une lune complète. Le conseil des femmes décidera si tu peux revenir. Si l'enfant meurt, tu ne reviendras jamais. Quant à d'en bas, tu es reconnu coupable de silence. Tu n'as pas frappé. Mais tu n'as rien dit. Tu devras reconstruire le coin de la cour en l'honneur de l'enfant que tu as laissé tomber. Et toi, Isna? Tu seras désormais protégé par Yandé. Tu mangeras avec nous. Et chaque année, à cette date, nous nourrirons les enfants sans voix. Un tonnerre lointain gronda. Et la foule, d'abord silencieuse, commença à pleurer. Des larmes de honte. Des larmes de réveil. Des larmes qui, peut-être, purifiaient le sol. Et au milieu de tout cela, Isna ouvrit la bouche, et dit, d'une voix faible mais claire. Je vous pardonne. Mais ne recommencez jamais. Avec personne. Le retour de la parole. Le bannissement de Madjo fut un événement dans tout le village. Les femmes du quartier, qui autrefois détournaient les yeux, vinrent déposer discrètement des morceaux de pain, des bananes, du riz sec devant la case de Yandé.
Personne ne disait rien, mais tout le monde comprenait, il fallait réparer, ne serait-ce qu'un peu. Isna fut installée dans une petite chambre derrière la maison de Yandé. Un lit simple. Une natte propre. Une couverture douce. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une odeur de savon, d'eau chaude, de respect. Les premiers jours, Isna ne parlait pas. Elle mangeait lentement. Très lentement. Comme si chaque bouchée était un test, un danger, un piège. Elle dormait les yeux à moitié ouverts. Elle sursautait au moindre bruit. Mais Yandé ne la pressa pas. Elle lui servait à manger avec ses mains ridées. Elle chantonnait de vieilles berceuses. Elle posait sa main sur son front quand elle dormait. Et chaque soir, elle lui disait une seule phrase. « Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour revivre. » Au bout de quelques jours, Isna s'essaya à dessiner dans le sable, derrière la maison. Des formes timides. Un arbre. Une étoile. Une spirale. Puis un matin, elle se leva avant l'aube, marcha pieds nus dans la rosée, et resta debout face au ciel. Les larmes coulèrent toutes seules. Elle ne les retenait plus. Yandé, qui l'observait de loin, pleura aussi. Pas de tristesse. Mais de soulagement. C'est le 7e jour qu'Isna parla enfin. Elle était assise dans la cour, devant un petit bol de porridge au miel. Yandé s'approcha, s'assit à côté d'elle sans un mot. Et soudain, d'une voix douce comme le vent au lever du jour, Isna murmura. « Maman ?» Yandé ne répondit pas. Elle ne voulait pas briser ce miracle. Elle attendit. Alors Isna ajouta. « Est-ce que je peux t'appeler maman, toi aussi ?» Yandé prit une grande inspiration, ferma les yeux, puis répondit d'une voix tremblante. « Depuis que je t'ai vue, j'ai su que tu étais ma fille. Tu peux m'appeler ce que ton cœur veut. » Isna posa sa tête contre son bras. Et pour la première fois depuis la tombe de sa mère, elle s'endormit sans peur. Le soir venu, elle se leva toute seule, sortit dans la cour, et dessina dans le sable. À cœur. Puis elle se tourna vers le ciel et chuchota. « Merci, maman, celle qui est partie. Merci, maman, celle qui m'a retrouvée. » Et cette nuit-là, dans son rêve, la femme en blanc ne dit rien. Elle se contenta de sourire, puis s'éloigna lentement, paisiblement, comme si sa mission était terminée. Le jour où tout changea. Les saisons passèrent. Les pluies revinrent. Les mangues tombèrent. Et Isna grandit. Pas seulement en taille, mais en lumière. Son regard était plus calme. Sa voix plus assurée. Son silence n'était plus une blessure, mais une force tranquille. Avec l'aide de Yandé, elle retourna à l'école. Au début, les enfants la regardaient comme un fantôme revenu d'entre les morts. Mais elle souriait, doucement, sans amertume. Elle ne se plaignait jamais. Elle écrivait beaucoup. Elle dessinait sur les cahiers des arbres et des cœurs, des visages de femmes au voile blanc. À 15 ans, elle devint l'élève la plus brillante de l'école. À 18 ans, elle décrocha une bourse pour aller à la ville. Et quand elle revint, elle portait des livres sous le bras, et un projet dans le cœur. Avec l'aide des sages du village et de quelques dons venus de loin, elle transforma la vieille case de Yandé en une école communautaire pour les enfants sans ressources. Le jour de l'inauguration, elle prit la parole devant tout le village. Sa voix portait comme celle d'un tambour lent et profond. « J'ai connu la faim, le silence, l'oubli. Mais j'ai survécu grâce à une main tendue. Une seule. Alors aujourd'hui, je tends à mon tour les deux mains. Pour que plus jamais un enfant ne s'endorme le ventre vide. Ni le cœur vidé. » Elle nomma cette école. Les 40 étoiles. Comme les 40 jours. Comme les 40 traits qu'elle avait gravés, une fois, sur un mur de poussière. Quant à Majo, elle ne revint jamais vraiment dans le cœur du village. Elle erra, rejetée, vieillit prématurément, rattrapée par sa propre cruauté. Mais Isna ne chercha jamais à se venger. Le pardon est une arme silencieuse, disait-elle à ses élèves. Il ne frappe pas, il libère. Et chaque année, à la même date, Isna organisait un grand festin. Pas pour les riches, mais pour les enfants orphelins. Les oubliés. Les silencieux. Elle servait les plats elle-même. Elle s'asseyait parmi eux. Elle écoutait leurs histoires. Et quand l'un d'eux osait lui demander « Tu étais comme nous ?» Elle souriait, caressait son foulard rouge qu'elle gardait toujours dans sa poche, et répondait « Pire, peut-être. Mais regarde, je suis encore là. » Le manguier sous lequel elle s'était évanouie, elle l'a fait entourer d'un petit banc de pierre, gravé de cette phrase. Le silence ne doit pas être la tombe des innocents. Et chaque soir, à l'heure où tombent les dernières feuilles, Isna vient s'y asseoir. Elle lève les yeux vers le ciel. Et dans son cœur résonne la voix de la femme en blanc. « Tu as tenu bon, ma fille. Maintenant, c'est toi, la lumière. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus.
Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.